Salut, tranquille? Aujourd'hui, je vais te parler de l'amplitude et de comment tu peux l'utiliser pour simplifier, complexifier ou apprendre un mouvement. Comme d'hab, petite définition, l'amplitude, c'est juste la distance sur laquelle tu déplaces la résistance au cours d'un mouvement. En anglais, on appelle ça aussi range of motion. C'est pour ça que des fois, tu verras décrit full ROM, ça veut dire full range of motion, ça veut dire le mouvement en amplitude complète, ou tu peux aussi voir partial ROM, amplitude partielle. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer deux principes sur l'amplitude dont tu pourras directement te servir dans tes entraînements. On commence par le principe le plus simple. Si tu as lu mon livre Bible of Static, il est toujours téléchargeable gratuitement dans la description, eh bien tu connais ce premier principe. C'est que tu peux augmenter ou diminuer l'intensité d'un mouvement en augmentant ou en diminuant l'amplitude. Je vais essayer de te donner un maximum d'exemples pour que tu comprennes bien, et surtout de t'expliquer comment tu appliques ça dans tes entraînements à toi. On commence par un basics, les tractions. En soi, faire des tractions en amplitude partielle, par exemple tu es au milieu et tu montes juste en haut comme ça, beaucoup commencent à apprendre les tractions de cette manière parce que c'est plus facile. Et ils n'ont pas tort, c'est une dégradation comme une autre. Ça je te l'explique dans ma vidéo, le seul moyen d'apprendre un skills en calisthénie. À chaque fois qu'on s'attaque à un nouveau mouvement, la technique elle n'est pas parfaite, parce qu'avoir une technique parfaite, c'est dur. Donc au début, on simplifie la vie, on apprend à en faire avec une technique approximative, et plus on deviendra à l'aise sur le mouvement, plus on pourra peaufiner la technique. Bon, si c'est plutôt instinctif pour les tractions, ça l'est moins pour d'autres mouvements en street workout freestyle, alors que pourtant, c'est toujours aussi efficace. L'exemple que je te donne dans Bible of Static, c'est celui des handstand push-up. Pour apprendre les handstand push-up, tu peux t'entraîner à en faire à l'équilibre, mais des petites amplitudes, parce que c'est comme ça que tu les apprendras. Au début, tu vas te péter la gueule, ce sera un enfer à remonter, oui. Mais justement, pour pouvoir progresser plus vite là-dessus, je te conseille en fin de séance de faire des pike push-up. On les appelle aussi pompe piquée ou pompe épaule. Cette fois avec une plus grande amplitude pour que justement tu te renforces sur toute l'amplitude que tu veux savoir faire en handstand push-up. Petit tips supplémentaire, tu peux même rajouter un blocage en bas de tes pike push-up, comme ça tu te renforceras davantage là où c'est actuellement le plus dur pour toi. Parce que si tu n'arrives pas à faire des handstand push-up en amplitude complète actuellement, c'est parce que tu manques de force en bas des handstand push-up. Donc ton renforcement, il doit cibler tes lacunes, donc il cible l'amplitude où tu as le plus de difficultés. Dernier petit exemple sur ce principe-là, ok, avec les handstand push-up et les tractions, c'était plutôt instinctif. Mais ça l'est vachement moins avec le front lever ou la planche. Encore une fois, ça vient de l'obsession de vouloir faire parfaitement dès le départ, obsession complètement débile, parce que si tu veux apprendre à faire des planches push-up ou des front lever raise, au début, il faudra automatiquement avoir une forme un peu moche. Donc si tes front lever raise, elles descendent pas parfaitement à l'horizontale, si tes planches push-up au départ, c'est que des demi-amplitudes, c'est ok. Ça habituera ton corps au levier, au mouvement en question, et plus tu en feras, plus tu deviendras à l'aise et tu arriveras à améliorer ton mouvement. Et pour t'aider dans ce sens, dans tous les cas, en fin de séance, tu mets un élastique et là, tu prends le temps de bien le faire, de contrôler sur toute l'amplitude, voire même de rajouter un petit blocage. Par exemple, tu peux tenir 2 secondes en bas de chaque répétition si c'est en bas ta lacune au push-up. En front lever raise, tu peux marquer un temps de pause de 1 seconde en front lever, si c'est là que tu as le plus de difficultés. De cette manière, 1, tu améliores la technique parce que tu forces moins, le mouvement il est moins intense, et 2, tu améliores ta force sur toute l'amplitude parce que tu fais un mouvement plus ample, et surtout, tu peux rajouter des temps de blocage pour renforcer encore plus là où tu as le plus de difficultés. De manière générale, lorsque tu veux corriger une lacune, ça passe par un ajout de volume, juste en fait plus sur la zone du corps ou sur l'amplitude qui est problématique. On passe au principe numéro 2. Le premier était plutôt simple à comprendre, là je vais te parler un petit peu plus d'anatomie. La longueur du muscle joue sur la force qu'il peut produire. La position que tes membres prennent naturellement au repos, c'est celle à laquelle tes muscles peuvent produire le plus de force. On appelle ça justement l'angle de force. Je te donne l'exemple du biceps. Hop. On dit que l'angle de force, il est à peu près de 100 degrés. Ton bras, il serait complètement relâché, genre tu t'allonges sur un lit et tu reposes. C'est l'angle que prendrait naturellement ton coude. Pourquoi? Parce qu'il faut imaginer tes muscles comme des élastiques. Tu as l'élastique biceps et l'élastique triceps. Et c'est à cet angle de coude là que la force de l'élastique du biceps et la force de l'élastique du triceps, elles s'équilibrent. Dit d'une manière plus scientifique, c'est l'angle du coude auquel les résistances passives entre biceps muscle agoniste et triceps muscle antagoniste s'équilibrent. Quelqu'un qui aurait énormément travaillé les biceps dans sa vie, mais extrêmement peu les triceps, il aurait probablement un angle de force un peu plus aigu que la normale, parce que le biceps aurait une résistance passive plus élevée.
Je continue encore un peu mes explications pour te donner le vocabulaire et après on verra comment utiliser ça dans l'entraînement. Donc en fonction de la longueur de notre muscle lorsqu'il se contracte, on peut dire d'un mouvement qu'il est en course externe, ça veut dire qu'il est en amplitude d'étirement. En course moyenne, il est à peu près dans l'amplitude de l'angle de force, ou en course interne. Tu l'auras compris, plus tu t'éloignes de cet angle de force, donc concernant le biceps les 100 degrés, donc plus tu es là ou là, moins la force que tu peux produire est grande. En course interne, quand le muscle est comprimé, tu peux produire moins de force. Exemple, on est tous déjà arrivés en haut des tractions, on se rend compte que là, le biceps, il a plus du tout de jus. Parce qu'entre guillemets, sa masse le gêne lui-même. Sans compter qu'il y a le triceps qui produit une résistance passive qui empêche le biceps de se contracter à fond. Là où on a le plus de force aux tractions, c'est au milieu. Et tout en bas, c'est ce qu'on appelle la course externe, c'est là où le muscle est en étirement. Tout en bas, c'est comme tout en haut, c'est galère aussi. La différence entre course externe et course interne, en course interne, il n'y a pas de résistance passive additionnelle du muscle utilisé. Mais en course externe, on peut produire parfois plus de force qu'en course moyenne parce qu'il y a cette résistance passive, encore une fois, pense que le muscle c'est un peu comme un élastique, qui vient s'ajouter à la force qu'on produit déjà. Si tu as regardé la partie 3 de ma mini-série sur la clean form, la vidéo sur les compensations, j'ai dit dedans que plus on était souple, plus on pouvait potentiellement être fort. Et ben je vais développer un petit peu. Plus tu es souple, donc plus ton muscle il tolère l'étirement, plus il peut s'allonger, et bien plus la longueur optimale, la longueur à laquelle il produit de la force au max, elle est grande. Donc au lieu de produire de la force optimale juste entre 99 et 101 degrés, peut-être que tu en produiras de manière optimale entre 95 degrés et 105 degrés, ce qui est déjà pas du tout négligeable. Ensuite, plus tu as d'amplitude disponible, et bien plus tu peux construire de la force tout au long de cette amplitude. Bien. Il est temps de prendre des exemples parlants pour le street. Compare un back lever et une planche. En soi, au niveau de la position et de l'implication musculaire, tout est pareil. Qu'est-ce qui change? L'angle au niveau du deltoïde, de l'épaule. Seulement, tu t'en es déjà rendu compte, faire un back lever, c'est beaucoup plus facile que faire une planche. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons à cela, et la première, c'est justement ce que je viens de te dire. En back lever, tu es en course externe. Ton épaule, elle est en amplitude d'étirement. Ça fait que ton deltoïde, il produit de la résistance passive qui vient s'additionner à la force que toi, tu mets en plus dans ton muscle. Contrairement à la planche, qui elle est en course moyenne, voire interne, et donc en amplitude de raccourcissement. Donc même si le levier est similaire entre une planche et un back lever, la résistance passive due à l'étirement fait que le back lever est plus simple. Ensuite, il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu, par exemple la friction des bras contre le dos. Si tu cales ici tes biceps contre ton grand dorsal, ça réduit encore la force requise. Ça, tu peux le faire en back lever, tu peux pas le faire en planche. Et le dernier point, c'est que la planche requiert de l'équilibre et une bonne trajectoire, pas le back lever. Je te prends un deuxième exemple. Planche et maltaise. Beaucoup disent qu'il faut automatiquement passer par la planche pour débloquer la maltaise. Mais je l'ai déjà vu de mes propres yeux, et big up à mon coach de gym quand j'étais petit, certaines personnes ont la maltaise sans être capables de tenir une planche. Attends, quoi? Comment c'est possible? Parce qu'en soi, maltaise, il y a plus de levier qu'en planche, donc c'est censé être plus dur. Déjà, hormis le fait qu'en gym, ils font pas de différence entre dead wide et maltaise, parce que bon, tant que c'est droit et que les pieds sont pointés, en gym, ça passe. Les critères de notation, c'est pas exactement les mêmes qu'en street. Ils sont psychorigides, mais pas sur les mêmes trucs. Maltaise, ça peut être plus facile que planche pour les raisons suivantes. 1. En maltaise, tu utilises les pectoraux, là où en planche, tu ne les utilises pas. C'est le fait d'avoir les bras vers l'extérieur qui utilise cette partie-là de ton corps. Or, tu as vu la taille des pectoraux et leur levier par rapport à la taille de tes épaules, tu te doutes bien que utiliser les pecs, c'est un gros avantage. 2. L'amplitude dans laquelle travaillent les deltoïdes est différente. En planche, on a dit qu'ils étaient en course moyenne, limite interne. Eh bien, en maltaise, ton bras s'aligne avec ton corps. T'es en course moyenne, voire limite qui tire un peu sur le externe. Donc tu peux générer plus de force, parce que t'as pas le frein, t'as pas la résistance passive du triceps et du deltoïde postérieur qui nuisent à la contraction, à savoir la flexion de l'épaule. Troisième point, la maltaise, ça demande moins d'équilibre, parce que ton centre de gravité, il est plus proche du sol et tes mains, elles sont plus écartées. Je pense que je t'apprends rien si je te dis que plus ton centre de gravité, il est haut, plus l'équilibre, il est difficile à maintenir. Ça dépend aussi de la surface de contact que tu as au sol, et donc dans le cas d'une maltaise, c'est beaucoup plus simple à tenir qu'une planche. De la même manière qu'une planche est plus facile à tenir en équilibre que un handstand.
Donc ce que tu peux retenir avec cet exemple, c'est que déjà les personnes qui auront du mal avec l'équilibre, ils peuvent potentiellement se sentir plus à l'aise en maltaise qu'en planche. Et dans ces cas-là, faut pas se brider à passer d'abord par la planche avant d'apprendre la maltaise, simplifie-toi la vie. Et si te simplifier la vie, c'est passer d'abord par la maltaise, fais la maltaise. Retiens aussi que plus les mouvements sont effectués en course moyenne voire externe, plus ils génèrent de force. Mais également, comme tu peux générer plus de force, ce sera aussi plus traumatisant pour tes articulations. Change pas ton programme pour faire que du FSTO et de la maltaise après cette vidéo. Oui, c'est en course externe, mais si tu fais ça d'un seul coup, tu vas juste te péter les coudes ou te déchirer les biceps. Et je te dis, si l'anatomie c'est pas ton fort, garde à l'esprit que course externe c'est une amplitude d'étirement, course moyenne c'est un peu comme ta posture de repos en fait, et course interne c'est une amplitude de raccourcissement. Un petit dernier exemple pour la route, il y a certains streeteux qui soulèvent autant au développé couché que au dips. Alors que au dips, c'est sans compter leur poids de corps qui soulève en plus. Quand tu es au dips, regarde par rapport à la position de repos, mes coudes sont en arrière, ce qui signifie que là, mon deltoïde, il est en amplitude d'étirement, en course externe. Or, tous les streeteux, ils ont un gros point fort épaule. Donc quand tu fais des dips, comme tes épaules, elles sont en étirement, elles produisent de la résistance passive, et c'est ça qui fait que t'es aussi bon au dips. Alors que de l'autre côté, quand tu fais un développé couché, oui, tes pecs et tes épaules seront peut-être un peu en course externe, mais comparé au dips, ça n'a rien à voir. Petit résumé, comme d'habitude, si tu veux débloquer un mouvement, faut le simplifier. Tu peux le faire en dégradant la technique du mouvement en question, et ça peut passer par diminuer l'amplitude. Repense à mon exemple des tractions ou des handstand push-up, et tu peux appliquer ça à n'importe quoi. Dans l'autre sens, s'il y a des mouvements que tu commences à trouver vraiment faciles, tu peux augmenter leur amplitude et rajouter des temps de pause à l'extrémité ou aux endroits où tu te sens le plus faible pour combler tes lacunes. Concernant le deuxième principe, plus un mouvement se rapproche de la position de repos, plus tu seras en course moyenne, donc plus tu pourras développer de force. C'est notamment le cas de la maltaise ou des victorian. Front touch et planche push-up, ça marche aussi très bien. L'avantage, c'est que c'est aussi le mouvement où il y a plus de levier. Donc si tu es bon ici, tu auras de la force pour n'importe quel mouvement. Et oui, parce que pour gagner en force, il faut produire un maximum de tension dans l'absolu. Et la tension maximale, elle a lieu en course moyenne, voire parfois en course externe. Donc c'est ces mouvements-là que tu dois privilégier si le gain de force, c'est ta priorité. A l'inverse, plus les mouvements seront en course interne ou en course ultra externe, plus ça développera ta mobilité. Mes vidéos te plaisent, t'imagines même pas la valeur que je donne dans mes coachings. Je marque un point d'honneur à t'enseigner la logique de l'entraînement pour qu'après t'aies plus jamais besoin de personne. Je propose un suivi 100% personnalisé selon ton objectif, ton niveau et ton profil. Pour plus d'informations, envoie-moi un message sur Instagram. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était un sujet passionnant et la vidéo m'a vraiment plu. Du moins la tournée, c'était cool. J'espère qu'elle t'a plu aussi. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Lâche-moi ton meilleur pouce bleu. Abonne-toi parce qu'il y a plein d'autres vidéos du même style qui suivent. Tu peux aussi rejoindre mon serveur Discord. Moi, je te dis à la prochaine. Entraîne-toi bien, récupère bien. C'était Moulax.